L'appel des 4000, un livre de Jordan Liénard, édition Paulsen Guérin-Chamonix. Une soirée Guérin-Chamonix avec Jordan Liénard, Frédéric Bray et son guide, et Lorraine Berger-Afanasieff. L'appel des 4000, et il n'est pas mince, hein. Tu as tout raconté. Alors, grâce aux éditions Guérin, vous n'avez pas 550 pages à lire, mais seulement 280. Voilà. Donc, merci à Charlie Buffet qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a aidé à... Voilà, chaque mot sont à moi, mais il m'a quand même aidé à couper et à garder peut-être le meilleur de ce qui avait été écrit. Donc voilà, je suis vraiment hyper touchée parce que c'est vrai que c'est un deuxième aboutissement. Le vrai challenge, c'était peut-être celui-là avant les 82 4000, mais j'ai pris autant de plaisir à réaliser ces 4000 avec Fred qu'à écrire ensuite sur ces 4000. En fait, je le conseille à tout le monde. Vous avez un grand projet, il s'arrête, eh bien écrivez sur ce projet. C'est une belle thérapie et puis ça permet de mettre des mots sur des émotions ressenties et de faire durer le plaisir. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez un peu de plaisir à le lire si le cœur vous en dit. Voilà. Et Fred, tu n'écris pas ? Alors, non, disons que oui, éventuellement le projet m'aurait intéressé, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Ouais. Voilà, beaucoup de temps, donc je me sentais pas le temps de m'investir dans l'écriture du livre, et puis je pense que il en serait pas ressorti la même chose, hein. Je pense que on est parti sur un même projet, mais on a vécu aussi des choses différentes. Donc ça, c'est le livre de Jordan avec ce que tu as ressenti, hein, finalement. Ouais. Voilà. Est-ce que je sais pas ce que ça aurait donné si moi j'avais écrit un bouquin, mais voilà, mais non, mais c'est heureux pour vous parce que finalement, je pense que ce sera quand même plus lisible venant de la plume de Jordan. Là, vous auriez pu faire premier de cordée, seconde cordée, enfin tu vois un peu. Ouais, échanger, se répondre, ouais, éventuellement donner mon avis. Mais bon, pour l'année prochaine. Ouais, le prochain livre des éditions Guérin. Donc voilà, donc moi j'ai pas encore. Il n'a pas encore lu le livre. J'ai pas encore lu, hein, donc. Il va découvrir certains passages. Voir à quelle sauce tu m'as cuisiné, ouais. Je vais lire juste le début, parce que comme ça on entend aussi la petite musique de Jordan, parce qu'il y a quand même une belle écriture, et en fait elle nous livre tout. Je ne suis pas née dans une maison où le garage est rempli d'affaires d'alpinisme, aucun piolet de grand-père ou de vieilles cordes en chanvre, pas de photo d'un arrière-grand-oncle en tricouni, rien de cela. Ma maison d'enfance était bien une caverne d'Ali Baba où mon père sauvait des objets de l'oubli, mais pas de la poussière. Mais les seules traces alpines étaient une tablette de chocolat Suchard et une boîte de crème Mont Blanc d'un autre siècle. Ce qui m'avait le plus frappé pendant cette semaine d'initiation, donc là c'était déjà avec Fred, c'était l'étrange décontraction de notre guide dans des situations qui me semblaient extrêmes. Je me demandais s'il n'avait pas compris mon prénom, certes peu courant, ou s'il souffrait d'une maladie dégénérescente. Il m'appelait Coraya toute la semaine, en m'adressant la parole le moins possible. Je le pris pour un rustre misogyne. Ce guide, c'était Fred. Mes débuts avec lui furent donc assez mitigés et cela aurait bien pu s'arrêter là. La semaine s'écoulait et j'avais le sentiment de passer un test éliminatoire quotidien. Si vous réussissez cette journée, vous serez invité à la suivante. Et pourtant, chaque jour réveillait quelque chose d'étrange en moi, comme si j'entrais dans un monde dont on avait voulu me cacher l'existence. Un monde où l'on n'est plus libre de ses mouvements et où la faune et la flore ont disparu, laissant une matière brute jaillir dans le ciel de façon puissante et sublime. Je découvrais un terrain de jeu infini, l'antichambre du paradis, un nirvana terrestre. L'émotion ressentie au sommet du Mont Blanc m'a étourdi un instant. Je me souviens que nous étions tous heureux. On aurait pris des substances illicites, cela n'aurait probablement pas été aussi planant. J'ai imaginé un instant vivre toute une vie dans cet environnement, hypothèse aussitôt classée dans le domaine de l'impossible. C'est pourtant sur son sommet que j'ai ressenti l'appel des 4000. Oh, pardon. Enfin, j'étais un peu trop vite, mais...
Je vais en ressortir. Ma pratique, alors, donc ça c'est ton premier Mont Blanc. Avec, mon premier sommet, deuxième sommet d'alpinisme. Non, deuxième. Parce que dans l'épreuve éliminatoire, j'avais dû quand même faire le Mont Blanc du Tacu. Oui, le Tacu. Oui, c'est possible. Oui, je te confirme. Non, mais ça c'était en préparation, non? C'est ça, la semaine éliminatoire, quoi. Ouais. Voilà. Donc deuxième. Tu ne pas, toi? Pas du tout. Mais si, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que on s'était arrêté pique-niquer sous un sérac et là, il y a un guide qui nous avait croisés et il m'a dit mais toi t'as pas peur, hein. Alors j'avais effectivement évalué le risque potentiel que le sérac bouge et c'est vrai que ça me semblait relativement sûr. Ouais. Et c'est vrai que ça pouvait mettre en doute un petit peu mon jugement. Ça t'a mis en confiance, non? Mais c'est vrai que quand t'as un autre pro qui arrive par là et qui dit mais non, t'as pas peur, Mais ça, c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, ouais. C'était il y a 15 ans. Par exemple, quand on est juste dans Ouais, non, mais c'était pas là. Hein. Non, c'était demandé souvent, il y en a qui pique-niquent. Ah oui, c'était pas moi. Mais ça, c'était il y a 15 ans, donc. Ouais. Ma pratique mais tu connaissais pas bien. A ainsi été interrompue, mais c'est jeune guide, il y a 15 ans, débutait. Ma pratique a ainsi été interrompue par l'arrivée de nos 3 enfants en moins de 2 ans et un départ pour Singapour à 12 000 km des Alpes, où nous avons vécu pendant 9 ans. Seul notre retour annuel nous rapprochait des montagnes. Puis l'heure de renouer avec l'alpinisme est arrivée. Fred s'habituait à ma présence et reconnaissait l'agilité des femmes en escalade, leur endurance et leur pratique raisonnée de l'alpinisme. Il m'est apparu sous un tout autre visage. Je me souviens encore de lui, venu m'annoncer un choix d'ascension possible pour les jours à venir. Au milieu de la liste, il y avait la dent des Reims. Je n'ai jamais trouvé le mot « dent » très flatteur pour un sommet. Un pic, une aiguille, un pilier, un dôme, une pointe, une pyramide, oui, mais une dent, ça n'a rien de noble ou d'entraînant. C'est pourtant sur son sommet que j'ai ressenti l'appel des 4 mondes. Je m'étais trompée tout à l'heure. Ouais, ça vous le voyez bien dans le film, mais c'est vrai que c'est un tournant, puisque c'est vraiment là que je découvre qu'il y a autant de 4000. Donc voilà, ma culture montagnarde était quand même pas énorme à ce moment-là. Et voilà, mais c'est vrai que je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des 4000. Alors évidemment, il y a quelques guides dans l'assemblée, donc je les retire du sondage, mais... Voilà, là-haut, on a une ivresse qui est incroyable et on a envie que ça dure. Donc pourquoi pas faire tous les 82 4000, quoi. En tout cas, je vous le conseille. C'est chaud. N'hésitez pas. Quelle idée quand même. Oui, quelle idée. Oui, non, ça c'est sûr, Lorraine. Je trouve ça tout à fait normal, mais je sais pas, moi Oui, quelle idée, oui. Si un truc te plaît, tu veux pas tout tu manges un gâteau, tu veux pas toute la pâtisserie non plus, non, tu veux pas tout manger. Et donc là, tu te dis, je veux tous les faire. Oui, et puis bon, ça m'a pas passé du tout là. Parce que pendant le projet, je me suis demandé si je pouvais pas les refaire mais à l'envers, par exemple, ou les refaire en les prenant chacun par une autre voie. D'accord, Fred. Faudrait qu'on en discute. Non, Fred essaye de me convaincre que l'escalade est quand même mieux que l'alpinisme en ce moment. Voilà. Il essaye de plutôt me parler de rocher que de hauteur. Oui. Voilà, non, puis en plus, disons que ce serait quand même serait redondant comme projet, non? De retourner sur les mêmes... Non, et puis en plus, quand tu vis... non, mais tu vis une chose une fois, je trouve que c'est bien, et puis parce que tu déconstruis un peu quand tu refais les choses. Ouais. Non, mais par d'autres voies, tu vois. Fred. Ouais. Enfin, vous avez été quand même pas mal empêché dans votre projet. Oui, ça c'est sûr. 3e jour à plus de 3000 mètres d'altitude. Je n'ai plus de réseau depuis 2 jours. En se penchant dangereusement à la fenêtre de son dortoir, Fred reçoit quelques messages énigmatiques. Le gouvernement prépare le confinement pour tous, les frontières vont fermer. J'ai du mal à croire à cette actualité eschatologique et j'ai l'impression que l'on veut me faire croire à un scénario impossible. Ma réalité du moment est très différente. Nous nous réveillons très tôt car la journée sera belle et chaude. Le Stralhorn est une longue course glaciaire d'opérette, elle n'a rien de difficile et est tout simplement belle. Nous sommes 4 cordés à partir ce jour-là, mais nous sommes de loin les plus en forme ou les mieux acclimatés.
Fred a envie de dessiner une trace différente de celle qui se déroule devant nous, et c'est tant mieux. Nous arrivons à un rognon sous le sommet, mon téléphone sonne et me rappelle soudain qu'il y a une civilisation souffrante quelques milliers de mètres plus bas. Je décroche sans réfléchir, c'est un appel sans intérêt. Je raccroche aussitôt et profite d'avoir du réseau pour donner des nouvelles à Greg. Il est en réunion de crise au bureau, il a le souffle court, il est sorti de sa réunion pour savoir si je ne l'appelais pas au secours. Sa voix témoigne d'une inquiétude à peine masquée. Il a déjà compris ce que voulait dire confinement. Pour son activité, pour les employés dont il a la charge, il est inquiet. Avec moi, il se montre rassurant, il ne contredit pas le programme que je lui annonce pour le lendemain. Nous prévoyons d'enchaîner l'Alaline-Horn et l'Alfubel depuis le refuge Britannia. Nous montons à la cime. Les fées italiennes ont installé un écrin de nuages autour des sommets qui se donnent à nous. Fred nous fait aller jusqu'à une petite pointe légèrement après la croix pour être sûr que nous avons bien foulé le sommet. Superstition ou souci du détail. Pas envie de revenir. Je le saurai peut-être après 82 sommets avec lui. Retour au refuge, un nouveau message. Vous avez 48 heures pour choisir votre lieu de confinement. La France va fermer ses frontières. L'annonce tombe comme une déclaration de guerre. Fred me fait une explication de texte assez directe. On redescend. Il faut que tu rejoignes Bruxelles avant la fermeture des frontières et moi Chamonix. Je me demande encore si le refuge ne pourrait pas nous héberger une nuit de plus pour finir ce que nous étions venus faire, gravir 4 sommets en 4 jours. Mais non. J'attrape toutes mes affaires comme un pompier à l'appel de la sirène. J'aurai le temps de réfléchir en descendant jusqu'à Saas-Fee. Donc, quelques petites contrariétés dans votre prévision, programme, parce que toi, tu as fait tout un programme, j'imagine, qu'il faut concilier avec ta vie de famille. Ouais. Et la vie de Fred et l'agenda de Fred. Ouais. Donc c'est vrai on planifiait sur 6 mois à l'avance. Et puis là, c'était vous connaissez l'histoire, mais c'est le début de la première saison d'alpinisme. Et tout d'un coup, la fenêtre se ferme, quoi. Donc moi, je courais à ce moment-là 400 km par mois, donc 100 km par semaine. J'avais réussi à pas être blessée, mais j'étais très en forme. Et là, tout d'un coup, il faut que je revienne chez moi et il faut que j'attende. Mais bon, il y avait vraiment pire situation que la mienne, évidemment. Mais ça a été un sacré coup au moral. Et c'est vrai que le fait de vouloir me lancer dans un projet qui appelle à la liberté, qui appelle à aller dans un endroit où rien n'est normé, où la seule règle du jeu, c'est... la sécurité est assurée par nos pas bien faits ou par une corde bien tendue. Là, tout d'un coup, on est obligé de rester chez soi et on nous met tout un tas de règles d'un contrat social que j'ai déjà un peu de mal à supporter. Donc la cocotte minute est déjà sous pression avant même le début du confinement, quoi. Ouais. Je me souviens de ce retour à Bruxelles en voiture, là où il y avait personne sur la route et je me suis demandé ce qui allait advenir de ma santé mentale. Voilà. Et tu as pu continuer ton entraînement ? Alors oui, l'avantage de Bruxelles, c'est qu'on pouvait sortir. Donc je ne suis pas belge, mais j'habite à Bruxelles et on pouvait sortir autant de temps qu'on voulait, tant qu'on était en mouvement et tant qu'on faisait du sport. Donc je pouvais sortir 3-4 heures par jour pour courir, marcher. Donc ça a été un énorme avantage. Donc j'ai pu rester entraînée. Ouais. Contrairement à Fred, qui lui, par contre, tournait en rond autour de son chalet. On avait quoi, 1 km, c'est ça ? Ouais, mais 1 km, vu que j'habite au pied du Mont Blanc, c'est vrai que je pouvais faire pas mal de dénive quand même. Voilà. Sous le couvert végétal. Après, il n'y avait plus que 100 mètres au-dessus de nous. Ah, plus que 100 mètres, ouais, je sais plus. Ouais, de dénivelé. Ouais, j'avais conservé les mêmes sorties. Ouais. Mais ça n'a en rien entravé votre motivation. Non, c'est tout l'inverse. C'est sûr que le lendemain de l'ouverture des frontières, moi j'étais dans ma voiture et puis avec une envie furieuse d'attaquer vraiment le projet, quoi. Mois de juin, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. 16 juin, je crois. Ouais. Et du coup, en 5 semaines et demie, on va faire 49 sommets, je crois. Donc ça a plutôt décuplé l'envie. Complètement. Non, j'étais vraiment... Elle a quand même une sacrée forme, non ? Quand même, t'as beaucoup de clientes comme ça ? Alors,
alors, on a quand même de plus en plus de clients qu'on la caisse, quoi. Après, une cliente qui a autant la caisse, non, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion. Alors, ça m'a rendu aussi assez exigeant finalement, parce que c'est vrai que je suis peut-être un petit peu moins patient que ce que je n'étais. Voilà, quand on prend l'habitude d'avancer vite, et ben on prend le goût aussi. Voilà. Mais globalement, les clients qu'on touche sont de plus en plus en forme, je pense. Mais bon, c'était peut-être les plus faciles au début, ou c'est ça ce que tu dis dans le film. Hein, on a attaqué par les sommets les plus faciles, et puis comme ça, de fil en aiguille, on a pu. Toi, tu as pu te confronter justement à différentes difficultés, puis à des techniques que tu connaissais pas finalement. Ah oui, non, j'étais vraiment pas skieuse ni grimpeuse, donc. Non, puis même tu vois le petit bout de rimé, c'était à la barre des écrins, tu vois. Tu vois, c'était des contextes qui t'auraient pas du tout impressionné sur la fin du projet, alors que là, c'était le début. Voilà. Oui, bon. Alors pour vous expliquer, cette petite rimée qui était bien couverte a cédé devant moi. Donc Fred était passé sur un pont de neige qui avait l'air bien solide. Et là, tout d'un coup, j'entends un bruit sourd énorme. Et là, le gros pont de neige s'effondre devant moi. Et moi, je vois un trou béant. Et Fred qui continue à marcher devant moi. Je lui dis, excuse-moi, tu n'as pas entendu la même chose que moi. Parce que viens voir ce qui se passe quand même sous mes pieds. Et là, il me fait cette réponse absolument incroyable. Il m'a dit, alors écoute, tu vas en voir d'autres, donc maintenant avance, quoi. Et là, je me suis dit, ok, voilà. Mais ça, c'était un des premiers sommets. Et je me suis dit, bon, il va vraiment falloir que je change de mindset. Voilà, mais c'est des phrases qui m'ont marquée, mais qui m'ont aussi permis d'avancer, de pas me poser, en tout cas de me poser des questions, mais pas au moment, au bon moment, c'est-à-dire absolument pas dans l'action. Donc dans ces cas-là, on avance. Et un jour, il te dit, tu te rends bien compte des risques qu'implique ce projet, me lance Fred d'un ton provocateur. Oui, je crois, mais pour l'instant, je n'ai pas ressenti de danger auquel je n'étais pas préparée, dis-je rapidement. Il n'y a pas que le danger lié à la fatigue ou à l'erreur humaine, il y a aussi les dangers de la montagne elle-même. Plus on passe de temps là-haut et plus les chances de les voir de près se rapprochent. Tu es sûre d'être consciente des implications possibles, demande-t-il d'un ton moralisateur. Écoute Fred, oui, tout cela, tu me l'as déjà dit, mais je me sens à ma place et je veux continuer. Maintenant, si tu veux t'arrêter à n'importe quel moment, je ne t'en ferai jamais le reproche, sens-toi libre. J'essaye de rester sereine, sans grand succès. Je sens que je ne comprends pas tout ce qui se joue à ce moment-là. Je suis prise soudainement de vertige, là sur le parking, pourtant bien plat et stable. Peut-être me prendra-t-il au mot. J'ai en tête la phrase de Reinhold Messner. La montagne n'est ni juste ni injuste, mais seulement dangereuse. Tout s'est incroyablement bien passé pendant ces 5 semaines et demie en montagne. Avons-nous eu une chance à défier les statistiques ou seulement une pratique prudente faite de préparation minutieuse et exigeante ? Avec le recul, je comprendrais que la question de Fred, son ton de reproche, sont lestés de toute sa responsabilité de guide. Il anticipe et assure la sécurité, mais reste conscient de ne pouvoir tout éviter. En cliente béate, je prends ces sans accrocs comme des gages de sécurité alors qu'ils sont le fruit de son travail et de son expérience. Je pense au champagne que j'aimerais boire en cette fin d'été. Il a déjà la tête à la suite. Et c'est là, à l'océan qui nous sépare, je me promets de m'impliquer davantage. Je ne peux rester l'éternelle contemplative insouciante. Je dois nourrir l'ambition de passer un jour en tête et d'apprendre sans laisser échapper une occasion de comprendre les stratégies qu'il met en place. Je ne dois plus me comporter comme une cliente, mais devenir une vraie seconde de cordée. Oui, ça c'est déterminant, c'est un passage important, on est à 49 justement, je crois que c'est la fin de la première saison. Et moi je suis hyper heureuse, quoi. Je suis zen, je descends, on a eu une journée quand même un peu compliquée, on fait la traversée du Weisshorn, et je me souviens d'ailleurs Jacques qu'on se parle au téléphone le lendemain parce qu'on va grimper. Et moi je suis hyper heureuse de mon été, quoi. Tout va bien. Je me dis même, s'il n'y avait pas eu le premier confinement, on aurait déjà tout terminé. Enfin, je suis complètement inconsciente et je me rends absolument pas compte de ce qui reste, en fait. Les gros morceaux de la liste de la collection. Par contre, Fred, lui, il s'en rend bien compte et du coup, on est complètement déphasé à la fin de l'été. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment au champagne et lui me dit, il me dit pas qu'il veut arrêter, mais il me dit quand même que, maintenant, les choses sérieuses vont commencer.
Donc, petite remise en question de ma part. Quoi. Ouais, disons que ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'était de valider justement ton engagement. Parce que nous, quand on est guide, on a signé quelque part, tac, on a décidé l'engagement en montagne, on sait qu'à un moment ou un autre, on peut y passer, quoi. Mais, oui, mais c'est une réalité. C'est ça, et je veux dire, on l'a accepté. Mais en plus, quand je suis encordé avec toi, j'ai toute une famille derrière. Hein. Il y a, et ma famille aussi. Mais donc, il y a une cordée de 5. Donc, le sentiment de responsabilité, on l'a franchement. Donc, j'avais besoin de préciser les choses justement pour que, qu'on prenne conscience ensemble. Voilà, de l'engagement que ça demandait. Voilà. En fait, vous assistez à une petite thérapie de cordée. Voilà. Ça se passera bien, mais, mais oui. Et oui, parce qu'un jour arrivent les Joras. Ces grandes dames des Alpes sont une promesse exaltante, un cap à franchir dans mon apprentissage. Je veux être à la hauteur de la confiance qui m'est faite. Je sais que je vais très peu dormir jusqu'à notre départ et pourtant, il faut que je retrouve des forces. J'essaye d'imaginer les difficultés sur cette arête effilée où il faudra garder un rythme soutenu. Je me souviens d'un cliché de la pointe Marguerite qui m'avait fasciné et attiré à l'aiguille du Midi, presque au point de me faire manquer la benne de retour. J'ai 2 jours pour me préparer mentalement. Je rentre dans ma bulle pour ne pas me laisser affecter par le monde extérieur, me donner tout entière dans ma préparation, matériel, nourriture, optimisation du sac, étirement, visualisation de la course. Je veux attiser le désir de découverte et de dépassement, chasser les douleurs fantômes qui se manifestent souvent avant un grand effort. Je consulte 5 topos mais me refuse à regarder une vidéo. Je veux arriver presque vierge de toute image sur ce joyau, me laisser surprendre. Ai-je le niveau pour cette course ? La question se pose bien sûr. J'ai progressé en 60 semaines mais rien de ce que nous avons fait n'est comparable en termes de difficulté et d'endurance. Je cherche à me rassurer en demandant à Fred s'il pense que j'en suis vraiment capable. Il ne répond pas et me laisse face à mes démons et mon manque de confiance en moi. J'ai choisi ce projet, personne ne m'a mis le couteau sous la gorge. Fred ne m'a pas menti sur le niveau d'engagement et sur le fait qu'il me faudrait progresser. Je décide de me comporter en adulte et de faire un bilan objectif de cette première période. Aucun des 59 sommets ne m'a posé de réelles difficultés en tant que seconde. Je n'ai pas non plus ressenti une fatigue qui m'aurait empêché de continuer, même après des enchaînements de sommets importants. Je n'ai pas cessé de m'entraîner en course à pied, en escalade, en renforcement musculaire. Je cumule 12 à 25 heures d'entraînement par semaine et je me sens capable de courir un trail de 100 km au pied levé. Eh ben dis donc. Je descends embrasser les enfants avant de partir. Ils ont pu profiter de tous les préparatifs et partager un peu de la tension qui précède les courses. Ils ont probablement compris l'enjeu. Je me penche d'abord sur le lit de Célestin que je pensais endormi. Il m'enlace et me serre fort dans ses bras d'enfant. « Tu reviendras, maman, hein ? Tu promets ?» me chuchote-t-il dans l'oreille. « Oh, mon cœur, oui, j'ai la ferme intention de revenir. Si je ne peux pas vous appeler demain soir, ne t'inquiète pas. C'est que je n'aurai pas de réseau, rien de plus. En attendant, amuse-toi bien. » Ces quelques mots au creux de l'oreille me nouent l'estomac. Ils n'ont pas été fréquents pendant le projet. Je sais maintenant que mes aventures occupent davantage leurs pensées que je ne l'imaginais. Et j'espère que la fierté l'emportera sur l'inquiétude. Ouais, c'est une autre partie du projet. Et ouais. Ouais, les enfants, ouais. J'étais dans une école hier où je présentais ce projet et le livre et j'ai été étonnée de la première question qui était d'une jeune femme, d'une jeune fille de première qui m'a demandé si c'était pas trop dur de quitter mes enfants et si c'était pas trop dur pour mes enfants de me laisser partir. Et j'ai été un peu étonnée que ce soit la première question. Voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé ce projet, Qu'est-ce que tu as répondu ? Bah oui. C'est difficile parce que la réponse, elle est, j'ai envie de dire qu'elle comprendra quand elle aura mon âge, quoi. Pourquoi on fait ça parce que c'est vrai que j'ai essayé de lui expliquer que la vie d'adulte, c'était un empilement de choses, qu'on était en permanence à faire 10 trucs en même temps, qu'on avait notre casquette de maman, de femme, de professionnelle, puis parfois on est un peu engagé en politique, sociétalement, on a des amis, etc. Et puis on a des responsabilités et puis on en a ras la casquette, quoi. Et je crois qu'on a besoin de ces sas quasiment pour notre hygiène mentale et pour mieux revenir dans notre vie
engagée. Et donc je lui ai expliqué qu'il fallait quitter ses enfants pour mieux les retrouver, quoi. Et puis que... Même, il faut partir. Ouais, et puis que quand je suis partie, c'est là qu'ils ont le plus grandi, en fait. Sans moi. C'était absolument salvateur. C'était ce que j'ai fait de mieux, c'était de les laisser. Vraiment. À un moment où ils avaient besoin de prendre leur indépendance un petit peu. Donc ça les a fait grandir un peu plus vite. Et voilà, donc pour l'instant, j'ai absolument aucun regret, mais c'est vrai que je me rendais quand même pas compte de... en fait, j'ai compris qu'ils savaient qu'ils savaient que c'était dangereux. Alors je pensais qu'ils s'en rendaient pas compte. Voilà. Donc j'aurais peut-être dû les préparer un petit peu plus, avec le recul. Et puis à un moment donné, l'accordé s'agrandit plus ou moins pour les besoins du film, pour les... Hein? Donc, et Olivier, je suis désolée, mais Olivier est arrivé tout à l'heure et Olivier a fait partie de quelques courses et voilà, Olivier est gendarme au PGHM. Ah oui, voilà, il s'occupe de secours en montagne et il nous a accompagnés donc sur une des courses les plus engagées. J'étais très contente qu'il soit là. Voilà, qu'on ait un troisième au cas où. Non, bien sûr. Ouais, c'était un bon coup de main. Ouais, voilà. C'était chouette. Ouais. Voilà. Puis à un moment donné, il y a Elias qui débarque et qui te pose une question. Elias me questionne sur ma pratique et me demande s'il m'est arrivé de faire des petits arrangements avec les sommets. Sa question m'étonne. Je n'ai jamais imaginé que les alpinistes, ces nobles conquérants, puissent s'arranger avec la vérité. Mais je ne lui en veux pas. Après tout, Elias ne me connaît pas et ne sait pas que mon entourage s'inquiète plutôt de savoir si je suis capable de renoncer. J'aimerais savoir parfois lâcher prise, connaître pleinement la joie du chemin sans but véritable. Mais rien ne me réjouit davantage qu'atteindre un but que je me suis fixé. Et lorsque ce but est un sommet de plus de 4000 mètres, inscrit sur une liste, je dois aller en haut, tout en haut. Il nous est arrivé de fouler plusieurs bosses ou antécimes lorsque nous ne savions pas laquelle était la bonne. La question d'Elias est cependant légitime. Après tout, à part une photo et un tracé GPS, c'est surtout ma bonne foi qui fait preuve. Je lui fais remarquer que c'est peut-être un scrupule d'himalayiste, car la pénibilité des derniers pas à 8000 mètres n'a rien de comparable avec ce que je vis à 4000. L'altitude a pu me ralentir, mais ne m'a jamais empêché. Donc, pas de petits arrangements pour moi. Elias insiste et commence à faire la liste des alpinistes qui auraient arrangé la vérité, citant certaines de mes icônes. Je ne me sens pas légitime, pas assez alpiniste pour m'avancer sur ce terrain. Je me sens comme une ermite qui apprend dans le silence des montagnes, fuyant le bruit des hommes. Oui. Bon, alors pas de petits arrangements déjà parce que tu es têtue comme une mule. Bon, je suis têtue, puis alors dans le genre têtue, je pense que on a un breton à côté, ouais. Donc voilà. Voilà. Mais têtue, c'est-à-dire que du coup, suite à cette petite conversation, pendant la conversation, Fred m'apprend que nous ne sommes pas allés au sommet du Grand Paradis. Et là, je comprends pas ce qu'il me dit. Je lui dis, mais attends, si, la Vierge était là, elle nous a accueillis, on a pris une photo. Il m'a dit, oui, mais ce n'est pas le sommet. Et donc, quelques semaines après, nous sommes partis de bon matin, de Chamonix à 3h, pour aller faire le sommet du Grand Paradis dans la journée et revenir, quoi. Parce qu'on n'avait pas foulé le bon sommet. Donc oui, dans le genre têtu. Et c'est vrai que sur certains sommets, on ne sait pas exactement où est le sommet. Donc on pouvait nous voir aller d'une pointe à une autre en se disant, bon, au moins, on reprenait des photos, on était sûr que... Il y a le Mont Brouillard aussi, on n'était pas vraiment au sommet du Mont Brouillard. Ça, tu me lèveras pas la tête. Ah bon, même pour 1 million. Oui. D'accord. Même pour 10 millions, j'attendrais pas. Non. Donc non. Il m'a mis en bateau plus d'une fois comme ça. On n'a pas fait ça. Il y a cette petite phrase qui revient souvent, tu dis « je ne me sens pas légitime ». Non, bah alors pas du tout. Hein. C'est vrai que vous allez voir mon nom sur un truc rouge, sur une couverture rouge. Et tout à l'heure, j'ai découvert le livre au milieu de Bonatti, de Tenzing Norgay, je ne sais qui encore. Donc oui, bien sûr, c'est un peu déstabilisant pour moi, parce que vous avez compris que je n'étais pas une grande alpiniste. Donc non, je me sens pas légitime de rentrer dans les éditions Guérin, mais je suis quand même hyper heureuse d'être là, donc c'est pas très grave.
Mais voilà, je crois qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Mais voilà, enfin, vous avez compris que je suis une alpiniste, mais aidée de son guide. Et voilà, même si j'aspire un jour à passer en tête, c'est pas encore le cas, mais j'y arriverai. Ouais, mais tu n'as pas été uniquement, comme tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas été uniquement une suiveuse finalement, parce que petit à petit, notre cordée s'est appris à fonctionner ensemble. Ouais, oui. Et c'est vrai que tu participais à la sécurité de la cordée, quoi. Un peu. Si, la manière dont tu te plaçais. Allez, et puis je suis partie une fois en tête. Mais il faut que je vous raconte ça, parce que ça, c'est pour les femmes qui sont dans l'assemblée. Donc, justement, au Grand Paradis, je passe en tête parce que Fred a super mal au dos. En fait, il s'est fait un lumbago, donc là où tout le monde serait resté couché, il décide quand même d'aller faire le Grand Paradis. Et puis, le premier, il a le poids de la corde sur les épaules, donc il me demande de passer en tête pour lui éviter le poids de la corde. Et là, on s'aperçoit que tout d'un coup, il s'aperçoit que les guides qu'il croise ne lui disent plus du tout bonjour. Pourquoi ? Parce qu'il est derrière, quoi. Voilà. Et alors, la deuxième chose surprenante, c'est que personne ne me dit bonjour à moi, quoi. Puisque je suis une femme. Donc là, il y a petit débat entre nous sur le reste de la journée, mais c'était assez intéressant comme expérience. Non, mais c'est vrai, parce que quand on est guide, on se reconnaît entre nous, effectivement, la manière d'évoluer. Tu crois. Mais si, parce qu'on se salue, effectivement, quand on avance. Puis, après, on salue toutes les cordées aussi, mais c'est pas le cas de tous les guides. Et effectivement, quand tu te retrouves derrière, même les guides que tu connaissais ou qui t'avaient déjà croisé, ils te calculent même plus, quoi. Terminé. Voilà. Mais non, mais c'est bien aussi d'être derrière comme ça, de sentir la corde qui tire vers l'avant. Ouais. Est-ce que vous avez des questions à poser à cette belle cordée ? Ouais. C'est bien dans cette traversée des 4000 que Patrick Béraud est décédé, non ? Oui, au Téchorn. Ouais. Il est décédé entre la traversée Dôme-Téchorn. Oui. Ouais. C'était la première fois que la traversée des 4000 allait être faite ? Quand Patrick Béraud l'a fait, ouais. C'est la première fois qu'un alpiniste essaie de les enchaîner, c'est-à-dire nous, sans interruption. C'est-à-dire que nous, on a mis 2 ans et demi, lui, son objectif c'était de mettre 2 mois. Et dans ces cas-là, vous prenez des risques qui sont énormes, puisqu'en fait, vous ne tenez plus compte de la météo, parce que vous devez avancer coûte que coûte. Donc il est certain qu'on n'a pas du tout fait le même exercice. Donc depuis, certains ont réussi, comme Ulich Tech ou des Italiens, des cordées d'Italiens. Il y a encore une cordée d'aspirants guides l'année dernière qui a réussi. Mais c'est sûr que quand Patrick Béraud a essayé, a tenté, c'était le premier, oui, à envisager ça. Tu es la deuxième femme à avoir... Alors ça, non, mais on ne sait pas. Enfin, moi, il n'y a pas de registre vraiment. C'est toujours un peu compliqué. Alors moi, je marche sur des gants sur les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. Mais il y a Liv Sansos, au moment où on a commencé, qui était en train de terminer cette collection des 4000, Liv Sansos, qui est une championne du monde d'escalade, bien connue de la vallée puisqu'elle habite par ici. Elle a failli être là ce soir. Et je me souviens, quand on avait déjà décidé de faire cette collection des 4000, je vois un numéro de Vertical où elle raconte un peu son cheminement et de sa collection des 4000 qu'elle n'avait pas encore terminée. Et je me suis dit, c'est bon, quoi, il y a une femme qui l'a fait, donc je peux y aller. Bon, je ne savais pas qu'elle était championne du monde d'escalade. Mais voilà, c'est vrai qu'elle m'a un peu ouvert la voie. Donc j'espère quelque part que ça inspirera peut-être d'autres femmes, voilà, de nos témoignages. Il y a eu d'autres femmes. Mais alors, en Suisse. Mais bien sûr, il y a eu 2 femmes qui ont fait cette collection. Alors après, c'est plutôt dans un laps de temps assez restreint, parce que c'est vrai que de le faire si vous enlevez les 2 périodes de confinement, on doit être à peu près 18 mois. Bon, c'est vrai que le faire rentrer dans une vie de famille avec 3 enfants, c'est pas de tout repos. Et Fred, t'es peut-être le premier guide à emmener sa cliente faire tous les 4000 ? Non. Non, il y en a d'autres ? Oui. Enfin, disons qu'il y a des guides qu'on fait tous les 4000, mais avec des clients différents. Voilà. En fait, là où c'était un peu... Parce que, et aussi, il y a des gens
qui ont fait les 4000 avec des guides, mais en prenant un guide dans le Valais, un guide en Italie, voilà, et en changeant de guide. Voilà. Donc c'était plus l'unité de la cordée que là on mettait en avant, nous, dans notre projet, que le fait de réaliser tous les 4000. Voilà. Non, mais il y a... c'est Fred Ancel, lui, il a bien dû faire même... 2 fois et demi. Il a fait 2 fois et demi tous les 4000. Tous les 4000. Avec des clients. Mais pas les mêmes. Lorraine. Oui. Jordan, j'aimerais savoir, vous avez jamais été blessé pendant tout le temps? Aucune blessure, rien? Alors, des petites douleurs, toujours. Chaque fois que je partais, voilà. Jamais de blessure, jamais d'entorse, rien? Non, une petite douleur au ménisque qui m'a arrêtée 7 jours, je crois, qui m'a empêché de monter les escaliers pendant 7 jours. Mais sinon, une petite douleur à l'épaule là, la dernière saison, mais rien qui m'a empêché d'avancer. C'est pour ça que je pense que c'est ça le vrai challenge, c'est de rester entraîné sans être blessé. Parce que c'est vrai qu'en escalade, on peut se faire mal. En faisant 400 km de course à pied par mois, on peut aussi se faire des petites tendinites, des petits bobos. Moi, il faut savoir que je me suis fait opérer du dos. J'ai une lombalgie chronique. Je me suis fait opérer du dos il y a 7 ans maintenant. Donc, je savais que c'était un point, c'était mon talon d'Achille à moi, quoi. Donc ça, j'ai vraiment fait attention. Donc, c'est pas évident. Donc, il faut s'écouter un peu. J'étais intéressée de voir que vous avez été sponsorisé par Millet. Et ils sont juste derrière vous, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, okay. Alors, j'étais, pas étonnée, mais surprise, parce que généralement, vous ne sponsorisez pas des gens qui vont avec un guide, soit vous sponsorisez... C'est pour ça que j'étais étonnée. Ouais, c'était intéressant, d'ailleurs, comme idée. C'est sûr qu'on ne va pas sponsoriser des activités commerciales, des expéditions commerciales en tant que telles. Après, derrière l'histoire de Jordan, il y avait autre chose. Il y avait une volonté d'une femme, comme elle l'a dit, pas forcément alpiniste, amatrice, de vouloir réaliser un de ses rêves, donc faire les cadres de 4000. Après qu'elle soit entourée par un professionnel, nous on préfère équiper quelqu'un qui s'entoure d'un pro que quelqu'un qui va partir tout seul et qui va le casse-pied. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est bien, hein. Il est très bien sponsorisé. Très bien. Merci à Jordan d'avoir fait. Merci à vous, d'ailleurs. Et je vais compléter parce que c'est vrai que je me souviens de la premier rendez-vous que j'ai eu chez Millet où on m'a dit mais pourquoi vous faites sponsoriser? Parce que bon, a priori, je pouvais peut-être acheter mon matériel de montagne, j'en avais déjà d'ailleurs. Et j'ai fait cette réponse qui était assez évidente pour moi. Je savais que j'allais quand même être très seule dans ce projet. Enfin, bien sûr, il y avait Fred, mais lui, il avait son boulot. Mais moi, dans l'entraînement, en fait, on a passé 70 jours seulement, entre guillemets, sur ces 4000. Donc, je me suis dit, il faut que je sente qu'il y a des gens derrière moi et à qui il faut que je rende des comptes. Parce que, même si j'en ai pas franchement besoin, mais des gens qui quelque part s'intéressent à ça, parce qu'au départ c'est sûr que j'avais pas de livre, j'avais rien, personne ne me connaît, bref, j'avais un mari qui était moyennement content quand même, oui tu avais 84 000, mais pourquoi faire, lui il avait un boulot hyper prenant, donc il me soutient pas en départ, il faut être assez clair, donc j'étais hyper contente en fait d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui me dit mais c'est super ce que vous faites et on y croit, donc on va vous accompagner et jusqu'au bout. Et ça m'a engagée quelque part, mais ça m'a tellement encouragée, c'est une vraie tape dans le dos, qui m'a dit, mais oui, vas-y. Et après, ils m'ont jamais lâché. Donc, à l'heure du sponsoring bashing, je tiens à dire que... à l'heure de quoi je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui critiquent leurs sponsors, etc. Là, je peux vous dire que non, je suis hyper contente d'avoir été suivie par Millet parce que c'est pas des gens qui vous lâchent, c'est des gens qui vous encouragent, qui mettent aucune pression, qui sont toujours là, et qui s'intéressent, quoi. C'est-à-dire qu'ils me... pas que j'étais perdue au milieu de nulle part. Non, ils s'intéressaient à ce que je faisais, ils me suivaient et ouais, c'était un vrai soutien. Et vous avez fait la décision de faire les 4000 sans utiliser les remontées mécaniques. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que comme vous l'avez compris peut-être, j'avais envie de passer le maximum de temps en montagne. Donc le meilleur moyen c'est de rajouter les marges d'approche. Et puis en fait j'ai jamais tellement aimé les remontées mécaniques. Il y en a une qui me traumatise à chaque fois, c'est l'aiguille du Midi. Je trouve qu'il y a une violence à passer de 1000 à 3500 mètres et qu'en plus il y a un jeu de testostérone qui se passe dans cette cabine qui me perturbe à chaque fois, quoi.
Donc en fait, j'aime beaucoup plus partir depuis le bas et parce que je trouve qu'en fait cette préparation, on passe tous les stages alpins, enfin tous les stades alpins, les étages alpins. Les étages, merci. Les étages alpins et c'est, alors pour moi c'est un émerveillement. Je vois des petites couleurs, des petites fleurs, je vois la montagne qui change, qui devient plus minérale et du coup ça me prépare à cet univers qui est un peu plus rugueux. Que j'adore, mais qui nécessite un peu de préparation. Et puis accessoirement, pour le mal des montagnes, c'est quand même mieux de commencer depuis le bas. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu de problème d'adaptation à l'altitude, mais je pense grâce à ces marges d'approche. Mais j'ai vraiment pris un énorme plaisir à faire ces marges d'approche. Et ça a été une énorme blague entre nous aussi, parce que pour un guide, c'est compliqué de rajouter... Ah oui. Parce que faire les 82 4000 sans prendre les remontées mécaniques, c'est à peu près 100 000 mètres de dénivelé. Donc c'est 100 km, c'est une échelle de 100 km de hauteur, quoi. Donc c'est énorme. Si vous prenez des remontées mécaniques, je ne vais pas dire que vous en enlevez la moitié, mais probablement. Non. Je ferai le calcul. Parce que c'est quand même, c'était un sujet sur lequel on n'était pas forcément d'accord. Hein. C'est vrai que moi j'ai pris l'habitude à Chamonix quand même de fonctionner avec l'aiguille du midi. C'est vrai que la testostérone de la cabine m'a jamais dérangé, incommodé. Donc je suis redescendue toute seule accompagnée de mon caméraman, voilà. Qui a regretté. Hein. Qui a regretté un petit peu, à qui j'ai dû, j'ai porté un peu le sac parce que c'était un peu compliqué, mais quand on est redescendu du brouillard, c'était hyper important pour moi, surtout que c'était de redescendre dans mon chalet des Ouches sans remontée mécanique et sans train et sans rien. Mais je regrette pas du tout, hein, je suis ravie, c'était super. Ça a changé, ça a formé la logistique du projet? Pas tant que ça. Si, lorsqu'on va faire le Munch, par exemple, ou la Jungfrau, le Munch, c'est un sommet qu'on fait depuis Grindelwald. En 1 heure, en train, on arrive à 3600 mètres d'altitude, quasiment. Donc pour monter à 4000, c'est très court, hein. C'est quelque chose qu'on fait presque à la demi-journée. Alors que là, on a quand même 30 bornes de glacier à se faire pour arriver au pied du Munch, quoi, hein. Et puis c'est tout plat. Ok. Mais culpa, c'est vrai que celui-ci, il fait mal. Ouais. Donc en termes de logistique, si ça change, parce qu'on n'est pas parti du tout de la même vallée, quoi. Mais en tout cas, moi j'ai apprécié, hein, toutes ces approches aussi. Hein. Je pense aimer d'ailleurs autant la moyenne montagne que la haute montagne. Hein. C'est vrai que T'aimes les petites fleurs aussi? Ah bah bien sûr, mais j'aime la moyenne montagne. Donc traverser tous les étages, tout ça, c'est magnifique. Mais c'est vrai que quand je devais finalement, parce que ça venait, nos sorties parfois s'intercalaient, moi, dans des semaines où j'étais assez actif, tout ça, et de devoir faire des grandes bambées, ça me... C'est sûr que c'était ultra exigeant pour Fred, parce que c'est vrai que moi, entre deux, je pouvais me reposer. Lui, il continuait à travailler. Et voilà, c'est pour ça que je présente quand même Mea Culpa. Ouais. Moi, je me demandais si dans ces 82 sommets, évidemment, je ne connais pas, est-ce qu'il y a des sommets qui sont très peu gravis ou ils sont tous fréquentés très régulièrement? Alors non, il y en a beaucoup qui sont très peu, enfin pas beaucoup, mais il y en a pas mal qui sont très peu gravis parce qu'ils sont plus difficiles, parce qu'ils sont très éloignés. Justement, il n'y a pas de remontée mécanique, donc difficile d'accès. Par exemple, en Suisse, c'est là qu'il y a la majorité il y a 42 sommets à peu près de 4000 mètres en Suisse. Et il y en a 2 qui sont peu pratiqués, justement, c'est le Schreckhorn et l'Otterhorn. L'Otterhorn encore moins que les autres. Très difficile d'accès, un peu difficile. Mais tout le monde les regarde avec beaucoup d'envie, mais ils sont peu pratiqués. Donc quand ça se complique, c'est vrai que l'intégrale du brouillard, on était peut-être 2-3 cordées l'été dernier à y aller. Donc on était quasiment sûr qu'on ne serait pas très nombreux. On n'allait pas se marcher dessus en y allant. Donc oui, il y a des sommets qui sont peu pratiqués. Ouais. Certains qui sont difficiles, certains aussi où les conditions, pour pouvoir les faire, les conditions doivent être vraiment excellentes et c'est pas facile de les avoir, même parfois dans un été, quoi. Donc, il y en a qui sont beaucoup moins pratiqués que d'autres, et d'autres
comme les Brighton, parce qu'ils sont desservis par des remontées mécaniques, et bien où on se bouscule au sommet, quoi. Et on se fait bousculer. Voilà. Et toi, Fred, tu les avais déjà plus fait, ces sommets ou tu Non, quand j'ai attaqué le projet, moi j'en avais une 30aine. Voilà. 27. Donc, Tu les as calculés. Mais tu les as comptés? Bah, tu les as comptés. Ah bon, peut-être, alors 27. Voilà. Ouais, donc moi, ça a été aussi une possibilité justement de faire des choses que j'avais pas l'habitude de faire. Donc ça a été très exotique. Finalement, cet épisode, ce projet, pour moi, ça a vraiment ça a diversifié mon activité. Et est-ce que tu en as un préféré, Jordan? Oui, j'ai des préférés, oui. Plusieurs préférés. Oui, plusieurs, mais la traversée Rochefort-Joras m'a émue énormément par son esthétisme. C'est vraiment... c'est un joyau quoi, de notre massif, c'est sublime. J'ai pas beaucoup de mots, d'autres mots à dire là-dessus. Ouais, j'ai vraiment été touchée. Après, il y avait aussi, déjà avant de partir, ça me plaisait, donc voilà, il y a le mythe des Joras qui est incroyable. Et puis les aiguilles du diable, ça c'est, on se dit mais c'est pas possible quoi. Il y a quelqu'un qui a imaginé ce truc-là. C'est incroyable, c'est pur, le rocher est magnifique à cette altitude, c'est extraordinaire. Donc ouais, ça m'a énormément plu. C'est des sommets que j'irais bien refaire demain matin. Voilà, ouais. Ça c'est vraiment des très très beaux sommets, mais il y en a plein d'autres en fait. Il y en a qui marquent davantage. Mais c'est sûr que la difficulté, l'engagement, l'adrénaline qu'on ressent aussi sur un sommet, je pense que ça, j'ai quand même remarqué que ça permettait de se souvenir un peu plus d'eux. Mais il y a les conditions. Ouais, et les conditions, parce que par exemple, oui, c'est vrai, ce que tu dis, Dominique, parce que Piz Bernina, par exemple, on n'a pas eu des très bonnes conditions. Je suis sûre que c'est un sommet qui est magnifique. Et la lumière n'était pas là, n'était pas belle. Et du coup, voilà, la neige était molle. J'ai eu l'impression de nager plus que de marcher. Enfin, c'est vrai que c'était pas top. Et je me suis dit, il faudra que j'y retourne, quoi. Voilà. Les conditions doivent être... ça change quand même bien la donne. L'aiguille verte, vous l'avez fait par où? On a fait l'arête du jardin. Voilà. Donc on a fait avant l'aiguille du jardin, la grande rocheuse, et on a terminé par l'aiguille verte et redescendu par le Whymper. Alors l'aiguille verte, on l'a faite par l'arête du jardin, tout simplement parce que quand on suit cette arête-là, on fait 3 sommets qui sont répertoriés justement sur la liste des 4000, quoi. Donc c'est pour ça que c'était logique de faire ça, quoi. Voilà. Après, on pourrait très bien cibler chaque sommet et faire une voie différente à chaque fois. Tiens, c'est peut-être ça. Le vrai challenge. Le vrai challenge, voilà. On fait tous en tête. Voilà. En tête et isolé. Je redescends à chaque fois. Ouais. Bon, en tout cas, si vous voulez prolonger l'aventure, il faut lire l'appel des 4000. Pour le prochain confinement, on ne sait jamais. Vous voyez, plus d'internet. Et puis, je crois que Jordan, tu nous as amené à boire. Oui, je vous ai amené à boire. Oui, parce que je voudrais quand même juste dire, parce que l'heure tourne. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai quand même envie de vous remercier énormément parce que, alors, je connais pas tout le monde dans la pièce, mais il y a des gens chers, voilà, dans cette pièce, des gens qui ont contribué à mon appel des 4000 et ils le savent pas forcément, mais parce que vous formez cet écosystème de la montagne que j'ai découvert avec vous, donc les guides, les restaurateurs, les gens de la vallée, les résidences secondaires, les moniteurs de ski qui m'ont appris à skier, les amis d'enfance qui ont été appelés avant moi dans cette région et qui m'ont permis de la découvrir. Donc j'ai vraiment envie de vous remercier d'être là, parce que sans vous, en fait, je ne serais jamais arrivée là. Et je pense même à mon agent immobilier du fond de la salle qui m'a apporté mon pied à terre. En tout cas, ouais, c'est plein de choses. C'est vrai qu'on me demande toujours comment je suis arrivée là, mais sans vous, je ne serais jamais arrivée ici. Il y a une culture montagnarde et une culture chamoniarde que j'aime énormément et à laquelle vous contribuez. Donc merci. Et donc du coup, bulle champagne pour fêter ça. Voilà. Merci beaucoup.